Fukushima, qui est apparu, alors que c'est pas un problème nucléaire. Fukushima, c'est un tsunami qui a fait 25 000 morts. Tout ça a été mis en exergue. On n'a pas regardé pourquoi Fukushima avait été une catastrophe, etc. Tout ça a été instrumentalisé et les politiques se sont laissés entraîner là-dedans. On voulait faire plaisir à M. Hulot. Je veux être clair. Vous avez un écologiste comme Jean Covici qui est pro-nucléaire. Mais je serai écolo, je serai pro-nucléaire. Louis Gallois, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à chez nous pour ce nouveau podcast, nouvel épisode des Forces françaises de l'industrie. Je suis ravi de vous recevoir parce que vous faites partie des grandes voix de l'industrie française. Vous êtes suivi par beaucoup de gens. Et à la différence de gens tout aussi crédibles que vous, on comprend ce que vous dites. Donc, voilà, je vais essayer, pendant ce podcast, de me faire comprendre. Exactement. Donc, pour toutes ces raisons-là, et aussi parce que vous avez, je trouve, une vision qui va trancher avec certaines personnes qu'on a reçues jusqu'à maintenant, qui étaient très libéraux. Vous avez aussi une vision du rôle de l'État qui est intéressante et surtout qui colle vraiment, je trouve, beaucoup plus à la culture française, culture économiste française, qui reste quand même un pays où, même si on peut être un peu plus libéral, un peu moins libéral, on n'est quand même pas des ultra-libéraux, hein, on peut le dire. On a eu Alain Madelin, mais je crois qu'il a fait 5%, et à mon avis, le libéralisme en France, ça fait à peu près ça. Donc, voilà. Donc pour toutes ces raisons, je suis très content de vous avoir aujourd'hui, et je vais vous demander de vous présenter rapidement, parce que vous êtes quand même une personnalité connue, mais que vous nous rappeliez ce que vous avez fait et d'où vient cette légitimité industrielle. Bon, d'abord, j'ai commencé ma carrière comme fonctionnaire. J'ai été fonctionnaire jusqu'en 1989. J'ai été une carrière au ministère des Finances, puis ensuite j'ai été directeur général de l'industrie. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie. En 1989, j'ai été nommé patron de la SNECMA. Alors, pour nos auditeurs, la SNECMA, c'est ce qui s'appelle Safran aujourd'hui, qui faisait à ce moment-là essentiellement des moteurs d'avion et des trains d'atterrissage. J'ai été nommé ensuite patron de l'aérospatiale, qui est l'ancêtre d'Airbus. L'aérospatiale, c'était la grande entreprise aéronautique française qui faisait les avions, les missiles, les hélicoptères et les lanceurs spatiaux. Et les satellites. C'était donc un ensemble de haute technologie. Après, je suis parti 10 ans à la SNCF, qui est pas une parenthèse, parce que 10 ans, c'est une période très importante de ma vie. Et en plus, j'en ai gardé un souvenir assez fort. Là, on est venu me pêcher pour prendre la co-direction de EADS. EADS, c'est Airbus, en fait. Ouais. Et co-direction avec un Allemand. Type de management absolument catastrophique, où il y a deux patrons qui sont obligés d'être d'accord absolument sur tout, toute la journée. Donc on passait un temps infini à se mettre d'accord. Oui, c'était Napoléon qui disait pour gagner une bataille, il vaut mieux un mauvais général que deux bons généraux ensemble. Absolument, je confirme totalement ça. Sarkozy est arrivé. Sarkozy, une de ses premières décisions a été de négocier avec Angela Merkel le fait qu'il n'y ait plus qu'un seul patron pour EADS. Le président du conseil était un Allemand. J'occupais les fonctions de directeur général de ADS et Tom Enders, qui était mon alter ego avant, devenait patron d'Airbus, qui est la plus grosse des divisions. Il était plus jeune que moi, donc il y avait une sorte de légitimité à créer cette hiérarchie. Et je suis resté patron de ADS jusqu'en 2012. Et là, je croyais prendre ma retraite. En fait, j'ai été nommé commissaire général à l'investissement. Donc j'ai géré ce qu'on appelle le programme d'investissement d'avenir, qui s'appelle maintenant France 2030, qui est un programme qui avait été lancé à la suite d'un rapport entre Rocard et Juppé, lancé par Sarkozy. J'ai été nommé en 2014 à la suite d'une crise de gouvernance et du fait que l'État était obligé d'intervenir dans le management dans le financement de PSA, Peugeot Citroën. J'ai été nommé président du conseil de surveillance de PSA. PSA qui était en très très grande difficulté à l'époque. PSA c'était sa filiale finance qui était en grande difficulté et qui risquait d'entraîner tout le groupe. Enfin, on a redressé la situation. Carlos Tavares a été nommé
directeur général, il a fait un travail, président du directoire, un travail extraordinaire. Il a complètement redressé la boîte. Et jusqu'à la fusion avec Fiat Chrysler en 2021. Et là, je suis parti. Et je n'ai plus comme fonction que celle de retraité d'abord, et ensuite de président, de coprésident. Là, on est deux coprésidents, mais ça se passe bien. De la Fabrique de l'Industrie, qui est un think tank qui réfléchit aux questions industrielles. Et accessoirement, je m'occupe de start-up que je suis et dans lequel je mets parfois un peu d'argent. D'accord. Et entre-temps, vous avez produit un rapport... Alors, j'ai produit un rapport voilà. en 2012 comme commissaire général d'investissement sur la compétitivité. Ce rapport est bien tombé parce que c'est le moment où on s'est aperçu, où il y a eu une prise de conscience dans le pays que l'industrie foutait le camp. Et que c'était la dégringolade. Et donc les gens étaient attentifs. Et j'ai sorti un rapport dans lequel je proposais ce qu'on a appelé la politique de l'offre. Hollande a acheté ce rapport, et ça lui a d'ailleurs coûté fort cher, parce que c'est ça qui a suscité les frondeurs, qui l'ont, pendant tout son mandat, harcelé sur le thème politique de l'offre, alors que nous, on est keynésiens, on veut une politique de la demande, etc. Et donc, il a eu à affronter ça. Je reconnais que Hollande n'a pas cédé. Il a tenu. Et ensuite, Macron a pris la suite et lui, il a complètement assumé la politique de l'offre et l'a poursuivi. D'accord. Et quand vous dites à cette époque, donc là, on est quoi? On est en 2000, on est sous Valls, quasiment. 2012 Non, c'est non, Hérault. c'est avant. Ouais, Hérault. c'est encore Hérault. Donc vous dites, on s'aperçoit que l'industrie est en train de foutre le camp. Ceux qui regardaient ça de près les chiffres, ils n'avaient pas le savaient besoin déjà. de ça. Voilà. Ils le savaient. Donc mais ça... l'opinion publique D'accord. prend conscience que l'industrie fout le camp parce qu'on voit les usines qui ferment dans toutes les partout. On constate que la France n'est plus capable de produire tel ou tel produit, etc. Et il y a une prise de conscience. Elle est tardive, mais il y a une prise de conscience. Et pourquoi elle est tardive d'ailleurs? Parce qu'on a quand même été dans le déni pendant très longtemps. On a été dans le déni, elle était tardive. Je ne veux pas dire que personne n'avait senti les choses. Il y a eu la création du Conseil national de l'industrie sous Estrosi, il y a eu les pôles de compétitivité qui ont été créés. Il y avait un début de prise de conscience au niveau politique. Mais l'opinion publique n'y était pas encore, n'avait pas encore infusé cette idée de désindustrialisation accélérée. Parce que les chiffres sont terrifiants. On a perdu 2 millions d'emplois industriels en 10 ans. Ouais. C'était une hémorragie absolument incroyable. Et on a vraiment saisi cela que lorsque on était à l'os. Et alors ça, justement, parce que moi, je passe un peu ma vie à expliquer à des gens qui disent, voilà, il faut réindustrialiser, il faut... Comment on peut réindustrialiser si on n'a toujours pas pris conscience, au fond des choses, des raisons de la désindustrialisation? Est-ce que vous pensez là-dessus, parce que tout le monde constate la désindustrialisation, est-ce que tout le monde arrive à l'expliquer avec autre chose que son prisme idéologique personnel, c'est-à-dire les libéraux qui vont dire l'État fait n'importe quoi, plutôt la gauche qui va dire c'est les grands patrons c'est la finance mondialisée et le capitalisme. Et au bout d'un moment, en fait, on a des lectures qui ne se rencontrent jamais, qui sont intéressantes l'une et l'autre, mais qui n'aboutissent jamais à un constat qui peut donner une décision intelligente. Oui, c'est assez compliqué d'expliquer parce qu'il y a des causes diverses. Un phénomène comme celui-là, il n'a pas une seule cause, il a plusieurs causes. Il y a des causes culturelles, d'abord. C'est que la France a beaucoup de difficultés à se voir comme un pays industriel. Moi, je prends un symbole. Le grand salon en France, c'est le salon de l'agriculture. Oui. C'est là où va le président de la République, il y passe une journée entière. Premier ministre, toute l'opposition, tout le monde va au salon de l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur très important, c'est 3% du PIB, et c'est 1,5% de la population active. Le salon de l'industrie, Global Industrie, c'est un salon technique. On n'est pas du tout dans
Je reconnais que les vaches, c'est plus intéressant à voir qu'une machine-outil. Maintenant, il y a des robots. Maintenant, il va y avoir des robots. Donc, vous avez raison. Mais je pense que c'est important parce qu'en Allemagne, le grand événement, la grande foire, c'est la foire de Hanovre, qui est une foire des biens d'équipement, des machines-outils. Et pour eux, c'est leur âme qui est là. Notre âme, elle est plutôt au salon de l'agriculture. Je ne veux pas le critiquer, mais je trouve que ça montre que nous avons un peu de difficulté à nous concevoir comme un pays agricole. Il y a eu tout ce mouvement sur le fait que la France sans usine, ça fonctionnait très bien, et qu'il fallait faire fabriquer à l'extérieur, concevoir chez nous, fabriquer et faire fabriquer à l'extérieur, ça coûterait moins cher. Et nous, de toute façon, on était très bons dans les services, donc on allait se rattraper. Idée que évidemment je ne partage pas. Mais je crois qu'il y a quelque chose sur lequel on n'insiste jamais, et je pense que c'est important. Pourquoi il y a une rupture en 2000 ? Je crois que cette rupture, elle est due au fait qu'on est rentré dans l'euro à un taux trop fort pour nous. Oui, on considère que le franc était surévalué de 15%, quand on est rentré dans l'euro. Et ça, on l'a payé longtemps. D'autant plus que pendant que l'Allemagne faisait des lois sévères, loi Hartz, avec les mini-jobs, que je ne recommande pas, et une maîtrise très forte des salaires, en France, nous faisions les 35 heures, on augmentait les charges sociales, et les salaires ont dérivé pendant cette période. Donc on a fait, alors qu'on avait déjà un handicap de 15%, en matière de monétaire, on a fait une politique qui était l'inverse de ce que faisait l'Allemagne, qui avait eu des difficultés, mais qui s'est redressée magnifiquement grâce à cela. Oui, parce qu'on oublie qu'à l'époque, c'était l'Allemagne qui était le... Oui, on disait l'homme malade de l'Europe. L'homme malade de l'Europe. Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, il y a eu un décalage complet sur les politiques menées en Allemagne et en France. Et je pense que c'est ça qui a fait que l'industrie a lâché prise. D'accord. Elle a lâché prise et dans des conditions qui ont un impact catastrophique, parce que non seulement il y a des problèmes d'emploi, il y a des problèmes de commerce extérieur, mais il y a aussi les territoires qui ont eu l'impression qu'on les laissait en jachère. Et ce pessimisme français, il trouve une partie de son origine dans cette désindustrialisation accélérée. Moi, je suis allé au sport d'hiver, dans les Vosges, à la Bresse. La Bresse, vous avez les usines textiles, toutes fermées, le long de la route. Et vous avez marqué à vendre, à vendre, à vendre. Si vous allez à Thiers, vous avez la vallée de la coutellerie. Vous avez des coutelleries qui s'étaient installées le long de la rivière. Elles sont toutes fermées, sauf une qui sert de musée. Les gens vivent avec ce spectacle d'usines fermées devant eux. C'est complètement démoralisant. Complètement démoralisant. Et je crois que les régions qui ont subi ça ont beaucoup de difficultés à se relancer et à repartir. Oui, dans ce que vous dites, il y a eu est-ce qu'il n'y a pas eu du côté de l'État, plutôt que se rendre compte que, oh là là, ces usines ferment, il faut peut-être modifier certains éléments de notre macroéconomie, en tout cas de notre politique macroéconomique ou microéconomique, peu importe. Est-ce qu'il n'y a pas eu une volonté de dire, finalement, c'est quelque chose de normal, on va accompagner ce mouvement et on va faire un traitement social du travail, on va demander à l'Éducation nationale de nous former des cadres plutôt que de nous former des ouvriers, et en fait on met en ligne toute la machine pour transformer ça, plutôt que se dire on s'attaque au problème et il faut lutter contre cette désindustrialisation. Je n'irai pas jusque-là. Ouais. Je pense que vous avez raison, l'État a considéré ça comme un problème social et l'a traité comme un problème social. Il a mis beaucoup de temps à s'apercevoir que c'était un problème économique qu'il fallait traiter comme un problème économique. Et il a touché à la microéconomie, il n'a jamais affronté la macroéconomie. Or, je pense qu'il y a un problème de macroéconomie. Je pense que les équilibres globaux de l'économie française ne facilitent pas le développement de l'industrie.
C'est ce qu'on dit lorsqu'on dit la politique de l'offre. La politique de l'offre, ça vise justement à essayer de faire en sorte que la fiscalité, les aides publiques, on ne peut plus toucher à la parité monétaire, mais ça faisait partie de l'outillage, et on ne l'a plus, mais cette idée que la macroéconomie joue son rôle dans le développement ou le non-développement de l'industrie. On a mis du temps à s'en apercevoir. Et comme il n'y avait pas une pression extraordinaire, parce que les services prenaient progressivement le relais, on n'a pas regardé. Il y avait un problème majeur, c'était le chômage de masse. Ouais. Ça, c'était le problème majeur. Et je pense qu'on a mis un temps fou à essayer de voir comment on pouvait affronter ce problème. Oui, Moi, je pense qu'on a pris un retard pour affronter le problème du chômage de masse qui était extrêmement pénalisant. Et surtout qu'on l'a traité, alors ça c'est mon point de vue, on l'a traité d'une façon qui nous a handicapés pour la suite, parce que on a perdu à peu près 2 millions d'emplois industriels, vous l'avez dit, on a créé quasiment 2 millions d'emplois, notamment quasiment 1 million dans la territoriale. Ça, c'est des emplois qui durent, avec des gens qui font leur job, il n'y a pas de problème, mais il va bien falloir les payer, donc quelque part, ça déséquilibre à nouveau la macro. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je ne suis pas absolument sûr qu'on ait substitué les emplois industriels, les emplois d'administratifs aux emplois industriels. Évidemment, il y a eu création d'emplois administratifs, c'est la réalité. Ouais. Mais je crois surtout qu'on est resté avec 2 millions de chômeurs. On a passé toute cette période avec un taux de chômage qui était entre 8 et 10%. C'est insupportable. C'est insupportable financièrement. Et c'est insupportable, j'allais dire, psychologiquement pour le pays. Oui. Tout le monde avait des chômeurs dans sa famille. Il y a des jeunes qui n'ont jamais vu leurs parents au travail. Je pense que la valeur travail, à laquelle je suis attaché, en a pris un coup très sérieux. Parce qu'on ne voyait pas les gens travailler. Et je pense que le traitement social de l'emploi... Je crois que c'est inéluctable. Il fallait bien le faire. C'est inéluctable, mais c'est pas ça qui résout le problème. Le problème, c'était de voir comment relancer la machine. Et je me pose d'ailleurs la question, pour l'avenir, pour la France, comment on va créer de la croissance? Nous avons besoin de croissance. Or, la croissance en France et en Europe, et l'Europe, c'est la zone de croissance la plus faible du monde depuis 2 décennies, à l'exception du Japon. Moi, je dis, ça pose vraiment un problème de gouvernance sur l'Union européenne. Comment ça se fait que nous soyons la zone de plus faible croissance? Et ça, vous notez une prise de conscience? Est-ce que... Non. Ou sur ce point de taux de croissance, non. Pas du tout. J'ai pondu un article dans une revue confidentielle, donc qui n'a pas dû bouleverser les choses. Mais pour moi, c'est un véritable problème. C'est comment on recrée de la croissance dans notre pays. Alors, je reconnais qu'il y a des difficultés. On n'a plus les finances publiques pour faire ça. La population vieillit. Donc, il faut faire avec le vieillissement de la population, les charges que ça entraîne. C'est pas simple. Et puis, en plus, la conjoncture internationale, actuellement, ne nous facilite pas les choses. Mais je pense que ça doit être l'objectif numéro 1. C'est de créer de la croissance. Parce que c'est ça qui permettra de résoudre tous les problèmes. On se plaint de services publics qui ne vont pas, etc. Tout ça, il faut le financer. Il faut financer la SNCF, il faut financer... Et tout ça, il faut de la croissance pour ça. Il faut même financer la transition écologique. Et ce sont des investissements massifs. Et on ne pourra pas le faire s'il n'y a pas de croissance. Oui, mais ça, d'ailleurs, on l'a vu... On sort d'un épisode caniculaire, on nous en annonce un autre, et on se rend compte avec stupeur. Après, quand même, quelques années où, à chaque fois qu'il y avait une vague de chaleur, on parlait plus du phénomène macro, enfin quasiment idéologique du sujet, en train de dire c'est normal, est-ce que le capitalisme est bien... Par contre, on n'a pas mis de clim dans les hôpitaux, quoi. Enfin, tout ça, ça coûte de l'argent. Et ça, est-ce qu'on tient pas un peu un élément de notre problème là-dessus? Je pense qu'on a beaucoup insisté sur la décarbonation, oui, et pas du tout sur l'adaptation. Oui. Or, la décarbonation, il faut le faire, mais comme dit Dominique Seux dans Les Échos, quand on se retourne, on s'aperçoit que personne ne nous suit. Ni les Américains,
ni les Indiens, les Chinois un peu. Surtout, c'est normal, ils nous en vendent. Alors ils vont nous vendre des climatiseurs. Ils ont tout intérêt. Ça c'est clair. Ouais. Donc on s'aperçoit. Or le phénomène du CO2 qui crée les phénomènes climatiques que l'on connaît, il est mondial. On ne va pas le résoudre au niveau de l'Europe. Moi, je suis d'accord avec vous. Il faut climatiser les hôpitaux, les EHPAD. Il faut regarder comment on ventile les écoles. Ouais. Tout ça, c'est de l'investissement qui va être lourd. Et comme vous dites, je constate que nous allons acheter les climatiseurs en Chine. Exactement. Exactement. Donc là-dessus, effectivement, je pense que c'est un bon exemple, qui finalement, on vient de parler de décarbonation et d'adaptation au changement climatique. C'est un petit peu pareil sur cette désindustrialisation où on est encore resté très dans les explications idéologiques sans forcément trouver des éléments un peu tactiques, parce que finalement, l'industrie, c'est de la physique, quoi. C'est de la mécanique. Vous pouvez peut-être nous expliquer ça un peu, mais les grands intrants qui font la performance industrielle, c'est pas que des discours devant les caméras, quoi. Non, c'est même rarement des discours devant les caméras. Moi, je pense qu'il faut prendre les problèmes de manière factuelle. On a un problème de pénétration des nouvelles technologies dans l'industrie. Ouais. Je voyais, peut pas faire plaisir aux forces françaises de l'industrie, mais l'intelligence artificielle, nous sommes les entreprises françaises, 34% des entreprises françaises, vous voyez un chiffre de la Banque européenne d'investissement, 34% des entreprises françaises utilisent l'IA, la moyenne européenne est à plus de 50%. Oui, on décroche, quoi. Donc, nous, on a fait une étude à la Fabrique de l'Industrie qui portait sur 1200 entreprises françaises, 200 en Allemagne, 200 en Italie. La vraie différence, c'est qu'en Allemagne et en Italie, lorsqu'on pose la question aux industriels qui sont plutôt des PME, c'est oui, j'ai un plan de transformation lié aux nouvelles technologies, c'est-à-dire l'IA et le big data, la robotique, etc. En France, on s'est aperçu qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mouvement dans ce sens, pas assez. Donc je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et moi, je propose clairement un suramortissement des investissements dans le numérique pour les PME, mais pas uniquement ça, un accompagnement des patrons de PME qui ont la trouille parce qu'ils n'ont pas les personnels pour gérer ces nouvelles technologies et qu'eux-mêmes, ils ne sont pas obligatoirement totalement à l'aise avec ça. Donc ils ont besoin d'être soutenus. Ça ne peut pas être uniquement une mesure fiscale. Il faut qu'ils soient soutenus. Moi, je prends un exemple. Dans la vallée de l'Arve, décolletage, il y a un centre de test intelligence artificielle pour l'ensemble du décolletage. Ça, c'est intéressant. Parce que toutes les petites boîtes de décolletage, elles peuvent aller voir comment ça se passe et elles peuvent soumettre leurs problèmes au centre de test qui est dans la vallée. Ouais. Et je trouve que ce type d'accompagnement est franchement utile. Ça, c'est le premier problème pour moi, c'est la pénétration des nouvelles technologies. Il y a le second problème, c'est les compétences. Alors moi, j'ai les compétences, je ne vais pas soulever tout le problème de l'éducation nationale, mais moi, je m'inquiète de l'effondrement du niveau des mathématiques, parce que sans mathématiques, il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas d'innovateurs, il n'y a pas de techniciens. Nous avons besoin que les sciences dures, comme je dis, soient remises au premier rang. Ça veut dire qu'il faut admettre qu'il faut payer les profs de maths à un prix correct pour qu'ils fassent leur boulot. Le second sujet, c'est les lycées professionnels. Le lycée professionnel, vous avez 40% des jeunes qui passent par là. Habituellement, ils ne choisissent pas d'aller là. Oui, ils arrivent en situation d'échec. Ils arrivent parce qu'on n'a pas voulu dans la voie générale. Et on s'aperçoit d'ailleurs que c'est des gens de milieux plutôt populaires par rapport au lycée classique. Et ces gens leur proposent une foultitude de filières dont un certain nombre n'ont aucun débouché, avec un corps enseignant qui n'est pas mis en valeur, qui n'est pas valorisé, qui n'est pas en formation continue autant qu'il devrait l'être. Parce que s'il y a un endroit où il faut être en formation continue, c'est dans les lycées professionnels. Parce que
Les techniques évoluent sans arrêt. Et puis je pense qu'il faut qu'ils puissent faire 1 an de stage, d'apprentissage, qu'on appelle comme on veut. Ça veut dire qu'il faut revenir à 4 ans pour les lycées professionnels et non plus à 3 ans. Parce qu'il faut quand même qu'ils continuent à faire de la formation générale, mais il faut qu'ils passent à 4 ans. Et puis il faut que les entreprises soient plus présentes dans les lycées professionnels. Et ça, oui, vous constatez quand même que les deux mondes ont du mal à se parler. Alors, je ne veux pas caricaturer. Oui. Ça bouge un peu. Oui. Mais la relation entre le lycée professionnel et l'apprentissage, par exemple, reste une relation un peu difficile. D'accord. Bon. Alors, on a fait beaucoup sur l'apprentissage. Mais on s'aperçoit que... Bon, moi, je m'en suis réjoui. On a doublé le nombre d'apprentis. Mais on s'aperçoit que ça a touché les Bac plus 3. Ça n'a pas touché ceux qui préparent le Bac Pro. Et je pense maintenant, il faut que cet effort soit reporté sur les formations de niveau pour le plus jeune. Toujours sur les compétences et la formation continue, parce qu'on va avoir des technologies qui s'accélèrent. Oui. Il faut qu'il y ait de la formation continue, parce qu'on ne va pas changer les cadres, les personnels. Donc il faut qu'il y ait beaucoup plus de formation continue. Et que cette formation continue soit orientée sur les nouvelles technologies. Parce que sinon, on va rater le virage. Et 2 points, là, parce que vous avez cité les maths. Est-ce que vous constatez, parce qu'on dit aussi que l'un des problèmes de l'industrie, c'est que c'est quand même très masculin, donc on pourrait probablement faire monter les effectifs avec des femmes qui s'intéresseraient, on va dire, en plus grand nombre à ces filières-là. Sauf que, toutes les stats le démontrent, quand on a rendu optionnel les mathématiques, c'est plutôt chez les femmes que ça a décroché plus vite. D'abord, la décision de rendre optionnel les mathématiques est passez-moi l'expression, une connerie sans nom. Heureusement, on est revenu en arrière. Mais enfin, les dégâts sont là. Et la difficulté, c'est que les filles sont aussi bonnes en maths que les garçons. Oui, tout à fait. Mais qu'elles ne vont pas vers des carrières vers des études mathématiques parce qu'elles considèrent que ça va vers des carrières qu'elles ne veulent pas embrasser. Donc ça, c'est dans l'imaginaire, dans la culture. C'est complètement... Moi, je suis allé un jour faire une remise de prix à l'université qui est au sein de l'université qui est à Jussieu. Bon, oui. Il y avait différentes sections. En biologie, moitié de femmes, moitié de garçons. Moitié de filles, moitié de garçons. En informatique, 10% de filles, 90% de garçons. Explication. Ça mérite quand même, c'est un vrai sujet qu'on devrait regarder de très près, parce que je pense qu'en informatique, je ne vois absolument pas pourquoi il n'y a pas de filles. Et il faut les amener à aller dans ce sens-là, il faut soutenir celles qui y vont, qui veulent créer leur boîte, leur start-up, il faut les soutenir. Il faut faire de la discrimination positive, hein, il faut les pousser. Pour on l'a bien fait pour les conseils d'administration des boîtes du CAC 40. Maintenant, c'est une réussite. Pratiquement, les conseils d'administration, on nous a forcés, mais maintenant on est à 50-50, pratiquement 45-55. Eh bien, je pense que j'étais assez contre la discrimination positive en faveur des femmes, j'ai changé d'avis. Je pense qu'il faut le faire, notamment pour les filles qui s'engagent dans les sciences dures, ce qu'on appelle les sciences dures. D'accord. Donc là, on a vu l'aspect technologique, on a vu l'aspect formation. Est-ce que vous voyez d'autres éléments qui... Il y a un sujet, c'est l'énergie. L'énergie. Alors, sur l'énergie, on a un atout en France qui est le nucléaire. Oui. Le nucléaire nous assure une électricité pratiquement complètement décarbonée. On est à 96-97% de décarbonation indépendante. On maîtrise la totalité de la filière. On n'importe que le minerai. Oui. Je reviendrai sur ce point. Et on a 10 ans de réserve, je crois, d'ailleurs. Et on a, en termes de souveraineté, on n'a pas de problème dans l'immédiat. C'est pilotable, c'est-à-dire qu'on peut piloter cette production. Elle est très stable, elle fait une électricité de très bonne qualité et elle est compétitive. On a l'électricité la moins chère d'Europe, en dehors de la Suède et de la Norvège. Donc cet atout, il faut le valoriser. Et moi, je considère qu'une des grandes fautes de la décennie
2000, que j'allonge un peu, 2010, 2020. Ouais, jusqu'à Fessenheim. Oui, 2020, ça fait 2 décennies même, si je compte bien. Ça a été le massacre du programme nucléaire. Ben là, il y a une responsabilité politique absolument majeure. On a commencé par arrêter Superphénix pour faire plaisir à Madame Voynet et avoir les écolos dans le gouvernement de Jospin. On a continué avec le fait qu'on n'a plus lancé de réacteurs en dehors de Flamanville, et on sait que ça a pris beaucoup de temps. On a eu un programme où il fallait fermer 14 réacteurs. On a eu Astrid. Ça démobilise toute la filière. Les industriels se sont dit, bon, ben ça va, on va faire autre chose. Et les jeunes ont dit, on ne va pas rentrer dans une filière qui est en décrépitude. On a fermé Fessenheim. Astrid. Alors, fermé Fessenheim, mais je termine avec Fessenheim, je termine avec Astrid. On a fermé Fessenheim, qui était qui venait d'être rénovée, qui avait 20 ans devant elle, pour faire plaisir aux Allemands. Faut pas se cacher. Si on a commencé par Fessenheim, c'est parce que les Allemands le demandaient. Ah, ils demandaient. Ah oui, ils demandaient la fermeture de Fessenheim. C'est à la frontière. C'est à la frontière. Ouais, c'est à la frontière. Donc, on a fermé Fessenheim, mais je pense que ça a été absurde. Ça nous a coûté, ça a coûté à la collectivité nationale 1, 2, 3 milliards. Et comme vous dites, on a arrêté Astrid. Astrid, qu'est-ce que c'est? C'est un programme de réacteurs à neutrons rapides. Alors, les réacteurs à neutrons rapides, je ne vais pas faire de la technique. D'abord, je m'arrêterai assez vite. C'est très simple, ça utilise de l'uranium appauvri, c'est-à-dire tous les stocks d'uranium que l'on a accumulés pour extraire la petite partie d'uranium dite 235 qui va dans les réacteurs classiques. Donc il nous reste un énorme stock d'uranium appauvri. Et en plus, on a besoin de plutonium que la machine elle-même, le réacteur à neutrons rapide, produit. Donc il produit son propre combustible. Donc on a un outil qui nous assure une totale indépendance, parce qu'on a à peu près 3 à 4 000 ans de stock avec la production d'électricité telle que nous la connaissons actuellement. Donc ça laisse venir, ouais. Je ne serai plus là pour en parler. Moi non plus. Bon, donc, et en plus, ça nous met en totale indépendance. Nous ne dépendons plus de l'importation d'uranium avec ça. Ouais. Et il y a un problème, c'est que ça coûte un peu plus cher. Et donc il faut s'attaquer à ce problème de réduction du coût des réacteurs à neutrons rapides. Je précise qu'ils mangent une partie des déchets en plus, ces réacteurs à neutrons rapides, ce qui n'est pas absolument négligeable, ce qu'on appelle la fermeture du cycle. Et on a ainsi un outil qui nous met à l'abri des problèmes énergétiques, ou tout au moins de la production d'électricité, pour les siècles à venir. Je dis production d'électricité, c'est-à-dire qu'il va falloir passer rapidement du fossile à l'électrique. Oui. Actuellement, l'électrique représente 27% d'énergie française. On va passer à 55 en 2050, mais je crois qu'il faut aller très très vite dans ce domaine. La voiture, les transports, le chauffage, il faut aller vers l'électrique au maximum, parce que c'est là où va se trouver une source d'autonomie pour notre pays. Et l'industrie est consommatrice d'électricité. Il faut elle-même qu'elle passe à l'électrique, d'où des dépenses significatives d'investissement. Mais je pense que c'est indispensable pour qu'elle acquiert son autonomie par rapport aux aléas du détroit d'Ormuz, etc. Donc c'est vraiment un choix absolument majeur. Une électricité compétitive, stable et prévisible, c'est la condition de l'industrie. Et alors, vous qui connaissez un petit peu les arcanes des décisions de l'État, parce que le programme nucléaire a quand même été enfanté, conduit, piloté par l'État, qu'est-ce qui fait qu'avec
toute la connaissance, qui suscitait d'ailleurs l'admiration ou la jalousie chez certains de nos voisins. Comment, parmi les plus grands sachants du monde, on arrive à démonter, j'allais dire, de son piédestal ces filières-là. Comment on y arrive? Moi, j'écoutais Yves Bréchet sur certaines de ses interviews. Alors, en plus, lui, il y va, donc on comprend bien les choses, mais on est quand même assez stupéfait par les décisions publiques qui sont faites complètement à l'encontre de la science. Comment ça se fait? C'est la pression écolo. Oui, donc c'est une idéologie qui arrive. Les lobbies de tous ordres. Ouais. Fukushima, qui est apparu, alors que c'est pas un problème nucléaire. Fukushima, c'est un tsunami qui a fait 25 000 morts. Ouais. La centrale elle-même, elle a fait 2 morts ou 3 morts parce que le type est tombé dans la cuve. Oui, il n'y a pas eu d'irradiation. Bon, tout ça a été mis en exergue. On n'a pas regardé pourquoi Fukushima avait été une catastrophe, etc. Tout ça a été instrumentalisé et les politiques se sont laissés entraîner là-dedans. On voulait faire plaisir à M. Hulot. Je veux être clair. Bon, il est moins populaire maintenant. Il est moins populaire, oui, mais... Mais à l'époque, oui. Ouais, vous avez un écologiste comme Jean Covici, qui est pro-nucléaire. Ouais. Je pense que je serais écolo. Je ne le suis pas tout à fait. Évidemment, j'ai une sensibilité écologique comme tout le monde. Mais je serais écolo, je serais pro-nucléaire. Ouais. Ça me paraît clair. On a quand même l'impression, de loin, que tout ce qui a fait la grande expertise et la grande maîtrise scientifique française et la foi en l'avenir et au progrès technique se dissipe et on commence à se méfier de la science. Et j'ai l'impression, je vous ai écouté dans certaines interviews, où même aujourd'hui, où on est sorti quand même un petit peu de ça, c'est-à-dire qu'on a eu Emmanuel Macron qui a annoncé clairement qu'il voulait relancer le programme, il y a eu un certain nombre d'actes là-dessus. Même Astrid. Et qui, malgré tout, dans des arbitrages de tous les jours, la PPE ou ce genre de choses, on recommence à avoir, je ne sais pas, moi j'ai l'impression d'avoir des conversations de druides autour d'une marmite pour savoir s'il faut plus de carottes ou un peu moins, et on fait ça au doigt mouillé, non? Il y a eu une contestation du programme Mesmer, mais elle n'a pas empêché qu'on sorte jusqu'à 6 réacteurs par an, avec un programme qui a été admirablement géré, mené par des hommes de très grande qualité, malheureusement pas par des femmes, comme Michel Hugues, que j'ai un peu connu, et qui fait que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, d'un pays qui a 57 réacteurs qui fonctionnent et qui se trouve à l'abri des difficultés. Ce que vous évoquez, c'est cette critique constante de la science. C'est très préoccupant. Allez en Asie, vous verrez un peu ce que les Asiatiques font en matière scientifique. Et je pense que si on continue comme ça, l'Europe, on va se faire balayer. Il va falloir qu'on s'y remette à la science. On en a besoin. S'il n'y a pas de science, il n'y a pas de technologie. S'il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'industrie. Donc on a besoin de la science. Bon, alors, sur le programme nucléaire, moi, ce qui me paraît encourageant, c'est, je ne l'avais pas pensé, c'est que les filières nucléaires qui se recréent aux arts et métiers, etc., sont pleines. Les jeunes y vont. Les jeunes y vont. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un programme, parce que c'est intéressant, et puis parce qu'ils s'aperçoivent quand même que c'est la solution. Oui, et puis j'ai l'impression qu'il y a du patrimonisme économique qui renaît, il y a de la fierté. Moi, j'ai été frappé. J'ai beaucoup de sympathie pour les arts et métiers, donc j'ai mal de contact. Ils remplissent maintenant leur section nucléaire, et c'est le cas dans beaucoup d'écoles. C'est encourageant. Alors la PPE, c'est ni fait ni à faire. Vous pouvez peut-être expliquer ce que c'est que une PPE? Alors la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. C'est ce qui fait qu'on regarde à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, quelle va être la répartition des sources d'énergie entre l'électricité, le pétrole, etc. Et à l'intérieur de l'électricité, ce qui va être du nucléaire et ce qui va être de l'énergie renouvelable. Bon.
on n'a pas voulu faire de choix. Sur le nucléaire, on a dit, bon, le président de la République a dit 6 plus 8 réacteurs, on va mettre 6 plus 8, parce qu'on ne peut pas déjuger le président de la République, mais quand même, il y a un lobby pour les énergies renouvelables qui s'est exprimé avec force, et qui a dit, mais nous aussi, on fait notre part de gâteau. Donc on a mis de l'énergie renouvelable à des niveaux qui, techniquement, me paraissent d'ailleurs infaisables, et qui, sur le plan du partage énergétique, sont absurdes. Et j'espère bien qu'elle ne va pas se réaliser, cette PPE. Alors pourquoi c'est absurde? C'est absurde parce qu'on prévoit des implantations d'éoliennes et de panneaux solaires dans des proportions absolument incroyables. Personne ne sait combien ça coûte. Moi, j'attends. La Cour des comptes a fait un calcul de ce que coûtait le nucléaire. Précis. 61 € le mégawattheure. Bon. Entre 58 et 61. J'attends que le même calcul soit fait pour les énergies renouvelables. Personne ne le sait. On nous sort toujours le prix de l'électricité qui sort à la production. On ne nous dit pas les coûts de réseau. Il y en a quand même pour 100 milliards d'investissements de RTE. Alors ça, justement... Pour accorder les multiples sources, et surtout les éoliennes en mer, ça coûte les yeux de la tête de les raccorder. On ne nous dit pas combien coûte l'intermittence que ça crée, parce que cette intermittence, elle est compensée par le nucléaire, qu'on fait monter et descendre. On désoptimise le nucléaire pour faire place aux énergies renouvelables. Moi, j'attends que le calcul soit fait. Donc ça, vous dites, l'intermittence, c'est il y a du vent, il y a du soleil, on baisse le nucléaire. Alors on demande au nucléaire de s'effacer, Voilà. parce que c'est l'électricité quasiment gratuite. Et puis quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, on dit, ah mais maintenant le nucléaire, vous allez remonter et dardard. Bon, les réacteurs, ils ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour fonctionner ce qu'on appelle en base, c'est-à-dire de manière stable. Et quand vous baissez la production nucléaire, vous renchérissez le coût de cette production, parce qu'il faut amortir. Et vous avez moins de production, donc moins d'amortissement. Donc je crois que ça a été fait sous la pression d'industriels, de lobbies, qui ont dit on veut notre part d'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, avec une perspective de croissance de la consommation d'électricité qui est extrêmement aléatoire. Personne ne sait exactement quelle va être cette croissance. Moi, j'espère qu'elle sera forte. Et j'espère qu'on sera capable d'y faire face, mais j'en suis persuadé. Je ne suis pas contre les énergies renouvelables par principe. On a besoin des énergies renouvelables, elles peuvent aider, servir d'appoint. Et comme le prochain réacteur nucléaire qu'on lance, Flamanville 2, Penly plutôt, Penly c'est pour 2038, s'il y avait un problème de soudure à réaliser en attendant que les nouveaux réacteurs arrivent, il faudra, l'énergie renouvelable peut jouer ce rôle. Mais c'est de l'appoint, ça ne remplace pas le programme nucléaire. Donc ce que vous dites, c'est vous n'êtes pas anti-énergie renouvelable, parce que bon, en France, tout est politisé. C'est-à-dire que l'économie est politisée, l'énergie maintenant. Donc on est forcément pro-nucléaire, donc anti-renouvelable, ou pro-renouvelable, donc anti-nucléaire. Vous dites les deux, pourquoi pas, mais il y en a une qui doit finalement compléter l'autre, mais il y a une base qui est... Moi, je dis grosso modo, l'énergie nucléaire, il faut qu'elle représente 70% de la production d'électricité. Ça laisse de la place pour les énergies renouvelables. Ça. Oui. Tout à fait. Donc, mais il faut pas demander, il faut pas pousser les énergies renouvelables au-delà de ce qui est raisonnable. On va couvrir la France de panneaux solaires au détriment de notre agriculture, comme la biomasse. La biomasse, moi, je suis pas contre. Mais quand je vois qu'on renonce à des cultures alimentaires pour faire des produits qui sont absorbés par la biomasse, je me dis, il y a un problème dans un pays qui importe 40% de ce que les gens mangent. Oui. Donc il y a un vrai problème. Donc je pense, et les éoliennes en mer, c'est bien gentil, mais d'abord le plateau continental français, il est assez court, donc on va aller à des éoliennes flottantes qui coûtent la peau du dos. Oui, ça fait 300 € le kilowattheure. Je rappelle que les éoliennes chinoises arrivent au Havre 30% moins chères que celles qu'on fabrique et qu'on monte au Havre. Et que quant aux panneaux solaires, la messe est dite. Ils sont tous chinois.
Oui. Un petit peu de Coréens. Et il n'y en a plus, il n'y a plus d'Européens. Et on n'y reviendra pas parce qu'on a pris trop de retard. Encore une fois, je ne suis pas contre les énergies renouvelables, mais c'est de l'appoint. C'est pas la masse, ça doit être du nucléaire. Alors ça, c'est votre avis. Il y en a qui ont d'autres avis. Oui. Ce qui est bien dans ces cas-là, c'est de demander un arbitrage avec des gens qui ont, j'allais dire, une parole assez sûre. On a ces gens-là ? Vous citiez Yves Bréchet. Ouais. Yves Bréchet, c'est un membre de l'Académie des sciences. Il n'est pas sorti ancien haut-commissaire à l'énergie atomique, ancien directeur de la recherche de Saint-Gobain. C'est une personnalité. On pourrait l'écouter. L'Académie des sciences a rendu, pas une Bréchet, mais l'Académie des sciences a rendu des rapports. L'Académie des technologies a rendu des rapports. Ils vont tous dans le même sens. Et la PPE n'en tient pas compte. Pourquoi ? D'autant plus que la PPE, en termes démocratiques, c'est un succès. Puisque personne n'a jamais eu à voter sur la PPE, ni même à exprimer un avis. Le Parlement n'a même pas eu à exprimer un avis sur la PPE. Ah oui. Programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, on ne tient pas compte des rapports qui sont faits par des autorités scientifiques incontestables. On ne va pas devant les représentants du peuple et on décide en fonction des pressions des uns et des autres. Et alors, qu'est-ce que vous dites ? Parce que moi, je vous suis plutôt dans cette direction-là. Et après, je lis un article traduit de l'américain californien, où on a tous les papes de l'intelligence artificielle qui disent « Non, mais vous n'imaginez pas ce qui est en train de sortir en matière de besoins électriques du fait de l'intelligence artificielle ». Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Je pense que ça entraînera de gros besoins électriques. Ouais. Et je pense que pour cela, il va falloir réfléchir non seulement aux gros réacteurs qui sont dans le programme 6 tout de suite, 8 ensuite, oui. Avec des réacteurs de plus petite taille qui puissent être auprès, par exemple, des data centers, des centres de données. Je pense qu'il va falloir réfléchir, il va falloir innover dans ce domaine. Et je pense que ces centres de données ont besoin d'une électricité de très grande qualité. Donc ils ont plutôt besoin d'une électricité du type nucléaire. D'accord. Donc pour vous, ça ne remet pas forcément en cause le fait que la PPE soit un peu trop... Ça permettra de développer le besoin d'électricité en France. Et je pense que nous aurons besoin de ces centres de données. Il faut savoir qu'actuellement, l'Europe représente 1% des concentrations de données dans le monde. La Chine, 8%, c'est-à-dire 8 fois plus, et les États-Unis, tout le reste. Oui. Donc, voilà. Oui, il y a une hégémonie absolue. Il n'est pas absolument... il est absolument indispensable que nous ayons des centres de données en Europe pour avoir une certaine maîtrise de ces données. D'accord. Certaine. Et donc en plus, total. Et en plus, ça permettrait de revenir sur votre premier point, qui est il faut quand même un petit peu plus s'intéresser à la technologie aujourd'hui pour avoir une industrie qui reparte de plus belle. Donc là-dessus, il y a peut-être une alliance à créer entre les deux. Absolument. Ouais. Vous savez, l'industrie européenne, elle est prise en étau entre d'un côté les États-Unis avec la maîtrise totale des nouvelles technologies, je dis totale, et ça ne s'arrêtera pas. Les 5 ou 6 grandes entreprises américaines de l'intelligence artificielle vont investir en 2026 700 milliards de dollars sur l'intelligence artificielle. L'Europe, elle fera peut-être 100 milliards. Là, 5 ou 6 boîtes, 700 milliards. Donc, il y a ça, c'est une des mâchoires de l'étau. L'autre mâchoire, c'est la Chine. C'est le bulldozer chinois ou le compresseur chinois qui arrive sur tout le front de l'industrie. Là, il n'y a pas de détail. Hein. Tout le front de l'industrie. La France est d'ailleurs un peu mieux protégée que les autres pays parce que, d'abord, notre industrie est moins importante. Oui, on l'a bien perdu quand même. Il n'y a que 10% de l'économie qui est touchée. C'est une consolation, hein, c'est pas du tout ce que je souhaite. Et deuxièmement, nous sommes bons dans le luxe, dans le nucléaire, dans l'industrie de défense, dans l'aéronautique et l'espace. Des domaines où les Chinois ne sont pas encore nos concurrents. Ouais.
Ça viendra, mais ils ne sont pas encore nos concurrents. Donc, on souffre proportionnellement un peu moins. On souffre sur l'automobile, ça c'est clair. On souffre beaucoup sur l'automobile. Mais quand je vois ce qui se passe en Allemagne, Oui. eux, ils le prennent de plein fouet. Ce que vous décrivez sur l'incroyable capacité de quelques entreprises privées américaines à mettre des sommes mais absolument ahurissantes sur de l'investissement. Nous, à côté, on a un modèle qui est, où on n'a pas des entreprises aussi puissantes, même si on a de très belles entreprises, et on a beaucoup, pendant très longtemps en tout cas, compté sur l'État, parce que l'État avait, depuis Colbert, et puis après, ça fait comme ça, hein, ça dépend, mais notamment pour l'industrie, il y a eu Napoléon III, on a eu, j'allais dire, le coup de rein pendant la Première Guerre mondiale aussi, il y a eu... à chaque fois, c'était quand même l'État qui était à la manœuvre. Pompidou, Mesmer, c'est quand même l'État qui impulse face à une société où il y avait de bons industriels, mais pas l'équivalent. Ce côté mercantilisme un petit peu anglo-saxon, et là pour le coup on couvre l'Allemagne, hein, parce que l'Allemagne c'est des ETI aussi qui investissent beaucoup, versus, enfin en tout cas le combat avec le côté très colbertiste, dans un État qui est devenu social et qui va mettre l'essentiel de ses ressources sur du social et donc moins sur de l'investissement, est-ce que c'est un modèle qu'il faut interroger, ça, sachant que ça fait partie de notre culture quand même? Je pense qu'il ne faut pas demander à l'État, surtout dans l'état actuel des finances publiques, plus qu'il ne peut donner. La question, d'abord de la question du financement de l'industrie, le financement de l'industrie, il a été largement assuré jusqu'à une période récente par les banques en Europe. En Europe, les marchés financiers jouent un rôle second. Ils intéressaient surtout les très grandes entreprises, pas les ETI, pas les entreprises, les PME, qui étaient financées à travers le système bancaire. Il se trouve que les règles prudentielles que doivent respecter désormais les banques, à la suite de la crise financière de 2008... Qui est une crise américaine en plus. Une crise américaine, on a serré la vis. On a donc des règles qui sont beaucoup plus strictes, notamment dans l'utilisation des fonds propres des banques. Bon. Je précise que les États-Unis ont décidé de ne pas appliquer ces règles. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont à l'origine de la crise. Ils sont à l'origine de la crise, à l'origine des règles, et ils ne les appliquent pas. Et nous, en Europe, nous les appliquons. Ça veut dire que les banques sont en retrait par rapport au risque, j'allais dire, entre guillemets, le risque industriel. Donc il faut que ce soit les marchés financiers qui prennent le relais, d'une certaine manière. Or, les marchés financiers, en Europe, ils ne sont pas orientés vers l'investissement productif. Les Français ont une épargne gigantesque. Oui. 20%, 19, 20% du revenu disponible. Où est-ce qu'ils mettent leur argent? Dans l'immobilier, en faisant monter les prix. Dans l'assurance vie, de 2200 milliards. Assurance vie qui finance une partie de la dette française, mais qui s'investit aussi en bons du trésor allemand. C'est-à-dire des valeurs sûres, parce qu'il n'y a pas de prise de risque. Et puis, vous avez les caisses d'épargne et les différents plans d'épargne populaires, etc. Bon. Mais il y en a très peu qui vont vers l'industrie. Vous avez le PEA, plan d'épargne par action, il y a 100 milliards. Bon, c'est pas négligeable, mais par rapport aux masses de l'épargne française, ça reste faible. Et il faut qu'on trouve le moyen d'orienter cette épargne vers l'investissement productif. Il y a un problème, c'est que les Français n'aiment pas le risque. Français et Européens. Donc il va falloir créer des systèmes de mutualisation, d'intermédiation qui réduisent le niveau de risque. Parce qu'aux États-Unis, ils prennent des risques et ils ont une très forte rentabilité. En France, on prend moins de risques et on a une faible rentabilité. D'ailleurs, est-ce que c'est pas lié, ça? Alors, les deux sont liés, mais quel est l'œuf? Mais je ne sais pas, d'abord, quel est l'œuf. Puis d'autre part, je pense que le modèle social français, européen, ne dégage pas les marges pour les entreprises que dégage le système américain. Et je pense qu'on ne va pas changer ça du jour au lendemain. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il faut le changer. Donc, il faut regarder comment on peut aider cette épargne à s'investir dans l'industrie.
Alors, il y a des... Je trouve que la BPI a fait du boulot sur ce qu'on appelle le non-coté, c'est-à-dire les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Il y a eu, avec tous les fonds d'investissement que la BPI a soutenus, il y a eu des progrès dans ce domaine. Il faut faire maintenant quelque chose sur le côté. Et il faut que les boîtes aillent chercher en bourse des moyens de, financement, de se financer. Et pour cela, il faut que les épargnants aillent vers la bourse. Moi, j'ai une idée qui est peut-être pas bonne. C'est que cette épargne bénéficie d'un avantage fiscal lorsqu'elle investit dans des entreprises européennes. On n'arrivera pas à le faire pour les entreprises uniquement françaises, on se ferait retoquer à Bruxelles. Mais dans les entreprises européennes. Oui, parce que là-dessus, c'est quand même, pour le coup, ce sujet-là, aux Forces françaises de l'industrie, on l'exprime beaucoup, notamment via les réseaux sociaux. Et c'est toujours intéressant, les réseaux sociaux, parce que les gens commentent. Oui. Et donc, j'aime bien être un peu provocateur généralement dans les titres, donc j'envoie des trucs, donc c'est assez lu. Et le schéma, c'est toujours un peu le même, c'est-à-dire dès qu'il y a quelqu'un qui dit scandale, telle pépite française est rachetée par un Américain, il dit oui, oui. Qu'est-ce que vous attendez ? Elle est où votre épargne ? Voilà. Et en fait, les réponses sont assez intéressantes. Alors il y en a qui disent touche pas à mon épargne, c'est ma retraite. La même personne qui va manifester pour qu'on n'allonge pas la durée des retraites, c'est que parce qu'il a manifesté et qu'il ne veut pas allonger le truc des retraites, ça met en danger le système des retraites et donc il épargne. Enfin, on est complètement schizophrène. Et deuxièmement, on a des gens qui disent, alors pas complètement les mêmes, qui disent non mais moi je place pas mon argent en France, c'est pas assez rentable. Donc je vais chercher de la rentabilité ailleurs, parce qu'en fait on a créé un modèle qui est trop lourd pour les entreprises, donc on vote pour ce modèle-là. Et d'un autre côté, devant la conséquence qui est de dire nos entreprises, du coup, ont plus de boulets aux pieds, donc sont moins rentables, on prend notre argent et de façon froide et calculatrice, on va investir ailleurs. Donc on veut de la morale pour nous, mais par contre, l'argent, quand c'est le nôtre, on est pragmatique. C'est un problème qui n'est pas uniquement français. Hein. Ouais. Il faut savoir que c'est un problème européen. On n'a pas pris l'habitude de mettre son argent sur le marché financier. Et alors, ceux qui le mettent, ils vont vers les États-Unis avec la rentabilité. C'est pour ça que je trouve qu'il faut trouver un système qui retienne l'épargne en Europe. Et un avantage fiscal, ça a l'avantage d'accroître la rentabilité de votre investissement, puisque vous avez des déductions qui vous aident à rentabiliser l'affaire. Et je crois que c'est important. Ceci étant dit, la politique de l'offre, ça vise aussi à améliorer les marges des entreprises pour qu'elles puissent investir. C'est ce qui s'est passé depuis 2015 et c'est ce qui s'est passé avec succès. Ouais. Parce qu'on n'a dit pas assez, mais la politique de l'offre, elle a arrêté la désindustrialisation. Oui, on est sur un plateau là maintenant. On est sur un plateau. Alors les années actuelles sont très difficiles. 2025, 2026, c'est très difficile parce que il y a eu la dissolution qui a quand même coupé les pattes de tout le monde. Et deuxièmement, la conjoncture internationale est quand même un peu chahutée, comme on dit. Hein. Mais c'est vrai qu'on est sur un plateau. Et je pense qu'on est sur un plateau parce qu'il y a eu cette politique de l'offre. Et c'est pas uniquement les marges des entreprises, mais ça fait partie de la politique de l'offre. On a reconstitué des marges qui permettent aux entreprises d'investir et d'améliorer donc leur rentabilité. Je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà d'un certain niveau. D'abord parce que l'État n'a plus les moyens de se payer de nouvelles réductions d'impôts. Et d'autre part qu'il a des besoins gigantesques ailleurs. Il n'y a qu'à voir. Vous parliez du libéralisme. Enfin, chaque fois qu'il y a un problème, on demande à l'État de le résoudre. Il fait trop chaud, c'est l'État. Oui. Il fait trop froid, c'est l'État. C'est quand même une réaction extraordinaire. Hein. Si la canicule tue les gens, c'est à cause de l'État. Moi, je trouve c'est assez fascinant de voir ça. L'État, quelque part, ça veut dire c'est pas de ma faute aussi. Oui, mais j'accuse pas les gens d'être responsables du réchauffement climatique. J'accuse même pas l'Europe. Mais on ne peut pas tout demander à l'État tout le temps, toute la journée. Parce que les mêmes qui professent le libéralisme sont les mêmes qui se précipitent pour aller demander des aides à l'État.
Et il n'y a pas assez d'argent dans la justice, c'est peut-être vrai, mais enfin, si on met de l'argent dans la justice, on ne le met pas ailleurs. Alors, l'idée qu'on va prendre aux riches a ses limites, quand même. Hein. Ça, on a bien vu. Alors ça, c'est fascinant aussi. On a quand même des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'exil fiscal et qu'on peut monter à fond, etc. On a vu que, quelque part, prendre une usine et la mettre ailleurs, ça peut s'apparenter quelque part pour une entreprise à de l'exil fiscal. Finalement, vous fuyez un coût du travail, des charges, des contraintes, des machins et tout comme ça, vous les mettez ailleurs. Vous allez chercher des coûts. Il y a aussi le moyen, même sans déplacer les usines, de placer son argent à l'étranger. Et en plus, au capital, vous faites ça comme ça. Nous sommes dans un marché très ouvert et c'est possible de sortir l'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on l'a constaté pour ce qui a probablement de plus difficile à déplacer, qui est une usine, où vous avez des actifs, vous avez des savoir-faire, vous avez des chaînes logistiques. Il y a quand même des entreprises qui ont arbitré en disant c'est plus rentable ou c'est plus rentable là-bas que là, etc. et qui ont décidé d'optimiser avec les choses les plus difficiles à déplacer. Le capital, vous venez de le dire, ça se déplace d'un claquement de doigts. Donc les gens pensent que le plus dur, on l'a déplacé, c'est évident, ça s'appelle la désindustrialisation. Par contre, le plus simple, qui est de mettre quelque chose au Luxembourg, on recevait Jean-Laurent Granier, qui est le président de Generali, il y a 15 jours, qui nous expliquait un petit peu ce qui était en cours. Et on lui a posé la question de l'exit fiscal. Et lui, il dit, oui, il y a un exil fiscal, mais moi je remarque qu'il y a de plus en plus de la part des hauts patrimoines, pas forcément un déménagement, mais le fait de placer via des SICAV, enfin des outils d'investissement luxembourgeois, oui, quitte à ce que ça revienne en France, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas forcément on ne va pas le placer, machin, mais en tout cas que la source, le contenant, soit hors de France pour éviter un certain nombre de vicissitudes qui pourraient arriver. Fiscaux, en pratique. Voilà, fiscaux, en disant, oh là là, il n'y a plus d'argent, donc je saisis ceci et cela. Donc ils continuent à dire, on investit en France, mais ils délocalisent un certain nombre de choses comme ça. Et ça se fait de façon tranquille, c'est-à-dire les gens, ils ne bougent pas, c'est un conseiller, un virement, et c'est fait, quoi. Moi, je ne tombe pas non plus complètement de l'autre côté, c'est-à-dire que je pense que si on demande un effort aux Français, il va falloir demander un effort aux Français, notamment, on va reculer l'âge de la retraite, on ne va pas tenir avec l'âge de la retraite tel qu'il est actuellement, on va demander un effort aux Français, on va demander un effort aux retraités. Oui. Il faut que les retraités participent à l'effort national à mesure de leurs moyens. Actuellement, ils bénéficient d'avantages fiscaux qui n'ont pas de sens. Ouais. Les 10% d'exonération de charges professionnelles, le taux privilégié sur la contribution généralisée générale, c'est la CSG, ça n'a pas de justification. On va demander des efforts aux Français. Je pense que, donc on va en demander aussi aux plus aisés. Oui. Je pense qu'on ne pourra pas l'éviter. Mais croire que c'est ça qui va assurer le financement de toutes les gigantesques dépenses que nous avons devant nous, mais c'est un leurre total. On n'a pas le droit de leurrer les gens sur cette idée-là. Il va falloir que les choses changent dans la manière de gérer les finances publiques, et ça ne peut pas être de dire on va faire payer les riches parce que les riches vont se tailler. Bon. Surtout qu'ils sont très bien conseillés. Et ils sont très bien conseillés, ils ont tous les moyens qu'il faut, ils vont se tailler. Bon. Et je crois donc que... Et puis même s'ils ne se taillaient pas, la masse n'est pas suffisante. En dépit des calculs de M. Zuckman, la masse n'est pas suffisante. Donc il ne faut pas leurrer les gens là-dessus. Et je crains que dans la campagne présidentielle, certains essayent de leurrer les gens là-dessus. Et il va y avoir de l'effort qui va être demandé à tout le monde. Ouais. Mais est-ce que l'État en fera ? Et moi je dis, il va falloir épargner autant qu'on le pourra les entreprises. Parce que c'est elles qui créent la richesse, c'est elles qui font qu'on va pouvoir recréer de la croissance. Oui. Et donc il faut, je n'ai pas dit les actionnaires des entreprises, je dis les entreprises. Et je suis persuadé que il ne faut pas non plus trop taper sur les actionnaires pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il faut aussi qu'ils aient envie d'investir dans les entreprises françaises.
Et ça, c'est un problème sérieux. Ouais. Et ça, alors justement, ce point, et après j'aimerais qu'on revienne à la politique de l'offre, qui a probablement été un peu dévoyée sur certains éléments. Enfin, vous reparlez notamment de votre rapport et de ses conclusions qui ont été appliquées certaines fois et puis d'autres fois pas complètement. On a reçu ici Renaud Dutreil, donc, qui est le père du pacte du même nom, qui lui, en fait, a dit que son action, qui consistait d'ailleurs à protéger, j'allais dire, la transmission des entreprises, au début. Ensuite, il y a beaucoup de choses qui sont mises dans le pacte aujourd'hui, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, des entreprises, pour dire, attendez, l'entreprise, c'est pas un bien, entre guillemets, c'est pas un élément de richesse comme les autres. Et il faut, dans la mesure du possible, que le frottement fiscal soit le moins important possible, pas pour des raisons idéologiques, parce qu'on pourrait tout à fait se dire c'est pas juste par rapport à la personne qui n'a rien, mais pour des raisons pratiques, qui est que si cette transmission ne se fait pas, on constate que c'est vendu, et c'est vendu à qui ? Ou ça part en conouille. Voilà, exactement. C'est vendu généralement à des fonds d'investissement. Ces fonds d'investissement, on vient de le dire, sont souvent américains. Ça, c'est quelque chose que... vous adhérez à ce type de discours, vous le modérez. J'adhère totalement. Ouais. Le pacte Dutreil, c'est une très bonne chose. Évidemment, comme dans tout système fiscal, il y a des gens qui en profitent pour le dévoyer et qui mettent des yachts dans l'outil de travail. C'est un moyen de transport comme un autre. Pardon ? C'est un moyen de transport comme un autre. Non, mais c'est un problème de contrôle fiscal. Il faut sanctionner les gens qui font ça, c'est tout. Voilà. Ça ne condamne pas le pacte Dutreil, qui me paraît être une bonne chose, et qui a évité beaucoup des inconvénients que vous évoquiez, c'est-à-dire des boîtes qui sont vendues à l'encan, par des héritiers qui, au fond, se disent on ne peut pas arriver à payer nos droits de succession, donc il faut bien qu'on se débrouille. Donc moi, j'ai pas de problème avec le pacte Dutreil dans son principe. Encore une fois, tout système fiscal entraîne des abus. Le crédit d'impôt recherche que je défends corps et âme entraîne aussi des abus. Tout système fiscal entraîne des abus. Il y a une administration pour faire en sorte que ces abus soient réprimés. Ouais. Et c'est ça qui est important. Ça ne condamne pas l'outil lui-même. Il faut des contrôleurs fiscaux. Il faut des contrôleurs, il faut regarder ce qu'il y a dans la masse imposable. Ok. Donc, un dernier mot, en tout cas, ça sera ma dernière question, et on abordera des sujets si vous en avez d'autres. Vous venez de parler du crédit impôt recherche, qui fait partie de cette politique de l'offre. Vous avez aussi évoqué à plusieurs reprises les allègements de charges sur un certain nombre de salaires. Quand on vous écoute, vous dites que vous, le sujet, c'était de mettre le paquet là où il y avait vraiment une concurrence sur certaines fonctions. Et on a un petit peu dévoyé ça et on a peut-être eu un jet un peu trop large. Ce qui fait qu'on a perdu en efficacité là-dessus. C'est quelque chose qui a été corrigé, ça ? Vous pouvez peut-être expliquer ça. Non. Moi, j'ai proposé des allègements de charges sur les salaires de 1 à 4 fois le SMIC. Oui. Ce système avait un inconvénient, c'est que, et ça c'est bruxellois, vous ne pouvez pas distinguer les entreprises industrielles des autres. Donc Carrefour, je le cite, mais c'est une publicité gratuite, Carrefour en a bénéficié au même titre que la PME de décolletage de la vallée de l'Arve. Or, c'est celle-là qui me paraissait importante, beaucoup plus que Carrefour. Je n'ai rien contre Carrefour, mais c'était pas fait pour lui. Donc ça, Bruxelles interdit le fait de dire... Ah oui, interdit, ça c'est clair. Okay. C'est d'ailleurs une des critiques que faisait Arnaud Montebourg à cet allègement. Il n'avait pas, sur ce point, il n'avait pas tort. Alors moi, je le disais, je vais le corriger, parce que on avait fait des calculs qui n'étaient pas savants pour voir quel était le niveau d'allègement qui touchait le plus l'industrie par rapport aux autres. C'était entre les salaires qui étaient entre 2 et 4 fois le SMIC. Parce que c'est là où l'industrie se différencie des activités de service, qui payent beaucoup plus sur des salaires beaucoup plus bas. Je constate qu'actuellement, on tape là-dessus. On dit
il faut que les allègements de charges soient réservés aux salaires les plus bas. C'est-à-dire qu'on fait une politique uniquement d'emploi. On ne fait pas une politique de compétitivité. Or, moi, je proposais une politique de compétitivité, pas une politique d'emploi. Alors, c'est quoi la différence ? La politique d'emploi, c'est que vous avantagez l'emploi, quel qu'il soit, indifférencié, qualifié, pas qualifié. Moi, je disais, quel est l'endroit où nous avons le plus de différence avec nos voisins ? C'est sur l'emploi qualifié. Oui, parce que nous, peut-être expliquer là-dessus. Je peux expliquer tout à fait simple. Ouais. Un salaire net égal entre la France et l'Allemagne. Moi, j'ai vu ça chez Airbus, puisque j'avais les grilles de salaire, évidemment, des deux côtés, allemands et français. En net, les Allemands recevaient les mêmes argent que les Français. Mais les Français qui avaient des salaires élevés payaient des charges sociales plein pot, où les plafonnements venaient très tard. En Allemagne, ils viennent très tôt. Donc, pour l'entreprise, pas pour le salarié, mais pour l'entreprise, un cadre allemand coûtait 30% moins cher qu'un cadre français. 30% moins cher. Donc ça joue sur la compétitivité de l'entreprise. Évidemment que ça joue sur la compétitivité. Parce que alors que le salarié allemand, sur son salaire net, il va falloir qu'il cotise à une caisse de retraite, à une mutuelle pour la santé, etc., dans des proportions beaucoup plus importantes que le français. Et donc, en fait, son salaire net va être inférieur si on enlève ses charges à celui des Français. Et je crois qu'il fallait corriger cela, faire en sorte que les salariés qui sont entre 3 et 4 fois le SMIC ne soient pas pénalisés en France parce que les charges sociales ne sont pas plafonnées. Et c'était l'objet de ce que j'avais proposé en termes d'allègement de charges. Ça a été retenu au début jusqu'à 3 fois, pas 4, jusqu'à 3 fois, et puis maintenant on est en train de taper dessus en disant entre 2 et 3 fois, ça ne sert pas pour l'emploi, ce qui est parfaitement exact, ça sert pour la compétitivité. Oui, c'est-à-dire finalement la performance d'entreprises qui sont soumises à la concurrence mondiale. Pour lequel actuellement, embaucher un cadre, ça lui coûte 30% plus cher qu'ailleurs. Voilà. Et sachant que, comme à la fin on vend des produits et que les produits voyagent quand même très bien, ça veut dire qu'on est en compétition avec des entreprises qui sont à l'autre bout du monde, ce qui est très différent du... vous citiez Carrefour, Carrefour qui doit faire sa logistique, son achalandage, qui dépendent finalement de l'endroit, n'est pas en concurrence avec un supermarché italien. Oui, absolument. Absolument. Et surtout dans un moment où nous avons en face de nous la Chine, qui arrive certainement avec des coûts salariaux nettement plus bas que nous. Il n'est pas question qu'on s'aligne sur les coûts salariaux chinois, même s'ils montent. Un ingénieur... ça marche, l'industrie s'enrichit. Un ingénieur chinois, il est payé pas loin de ce que payait un ingénieur français. Il n'y a plus beaucoup de différence. Mais enfin, globalement, il y a moins de salaires, il y a beaucoup plus d'aides. On considère qu'ils sont subventionnés 4 à 8 fois plus que les entreprises de l'OCDE. Ouais. Bon. Et puis il y a un renminbi dont M. Friedrich Merz, le chancelier allemand, dit qu'il est sous-évalué de 30%. Alors moi, quand j'entends un Allemand dire qu'il y a une monnaie qui est sous-évaluée, alors qu'il se refusait obstinément jusqu'à maintenant à parler de parité monétaire, je me dis c'est qu'il commence à avoir la trouille. Ouais. Mais ce qu'il déclare, c'est que le renminbi est... sous-évalué, il dit de 20 à 30%, les instituts de conjoncture en Allemagne disent 30 à 40%. D'accord. Donc c'est à ça qu'il va falloir qu'on fasse face. Et je pense que dans cette situation, il faut être très attentif à la situation financière de nos entreprises. Je ne dis pas qu'il faut faire des cadeaux sans fin, mais il faut être très attentif à la situation financière de l'entreprise. Alors on dit les aides en France sont massives, 211 milliards, chiffre largué, qui additionne des choux et des navets et quelques carottes, ça n'a pas de sens. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a un calcul qui a été fait par Rexecode. Alors, je sais bien que Rexecode est plutôt proche du patronat, mais ce calcul a été fait sérieusement. Lorsque vous regardez les transferts nets entre les entreprises et l'État,
le transfert en France, c'est 10% du PIB qui va des entreprises vers l'État en net, c'est-à-dire toutes les charges, impôts, taxes, etc., et en déduction toutes les aides. En Allemagne, c'est 8,5. On dit un point et demi, c'est rien. C'est 40 milliards ou 50 milliards. Donc, pas absolument rien. Il n'y a qu'un seul pays en Europe où c'est plus, c'est la Suède. Oui, c'est la Suède. 13%. Bon, l'Italie, l'Espagne sont à 8%. Bon, eh ben, ça veut dire, qu'il n'y a pas de cadeaux excessifs faits aux entreprises. Il peut y avoir toujours des aides mal attribuées, des excès, on va mettre l'accent là-dessus, mais globalement, il n'y a pas d'abus global. Les entreprises françaises ne sont pas sursoutenues par l'État, et je dirais même qu'elles sont moins soutenues que les autres entreprises européennes lorsqu'on calcule le net. J'ai été auditionné par la commission du Sénat sur ce sujet. Je n'ai pas vu trace de ce que j'ai indiqué sur les transferts nets entre les entreprises et l'État. Ça n'a pas été repris. Ça a été repris par les forces françaises de l'industrie. Et on avait fait un carton. On a eu beaucoup. J'avais pris votre audition, comme ça on l'avait coupé. Oui. Et ça avait fait... les gens étaient assez étonnés de ça. C'est pas moi qui on a été l'un des seuls à reprendre ça. C'est vraiment un problème. Ouais. Est-ce qu'on peut finir avec votre vision de ce qui est en train de se passer en Chine et sa répercussion avec... parce que vous avez décrit une Allemagne qui commence à prendre peur après des années où on s'est dit ils s'en foutent complètement de ce qu'on dit. Eux, ils sont là pour s'arranger pour que la Commission européenne devienne une machine à vendre des berlines allemandes dans le monde. Et puis, si jamais on doit sacrifier notre agriculture et le reste de notre industrie, c'est pas très grave. Là, on a quand même l'impression que ça change du fait de ce qui est en train de se passer en Chine. Est-ce que vous qui avez été visiter la Chine, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer ? La Chine, c'est... j'ai évoqué les subventions de l'État, j'ai évoqué la sous-évaluation du renminbi, mais je ne veux pas minorer l'énorme effort qu'ils font. Ils forment la moitié des ingénieurs du monde. Eux, ils n'ont pas peur de former des scientifiques ou des techniciens. Ils les forment à tour de bras. Je note d'ailleurs que dans les instances dirigeantes du Parti communiste chinois, vous avez une palanquée d'ingénieurs qui sont sensibles à ces aspects industriels. En France, je vous laisse deviner combien il y a de techniciens, d'ingénieurs, de chercheurs qui accèdent à des fonctions politiques éminentes. Je constate qu'en matière de qualité où ils étaient défectueux, ils ont fait des progrès gigantesques. Et puis ils ont un système de planification qui n'est pas reproductible chez nous, parce qu'on n'est pas une économie chinoise, mais qui fait que 10 ans à l'avance, ils avaient prévu ce qui se passe sur les énergies renouvelables. Et qu'ils ont mis le paquet là-dessus, notamment sur les batteries automobiles. Et donc, je crois que... Et moi, j'ai été très intéressé par le nouveau plan quinquennal. J'ai pris dans le détail toutes les propositions, tous les thèmes qu'ils ont mis en avant, ce qui prouve qu'ils sont très pointus sur ce qu'ils doivent faire. Et c'est une mécanique qui est extrêmement puissante. Alors ils ont leurs faiblesses. Ils ont une demande intérieure qui est insuffisante. Ils n'arrivent pas à relancer la demande intérieure, mais un pays qui est en vieillissement accéléré, avec une démographie qui se casse la gueule, c'est pas un pays dynamique en termes de demande. Ils ont des surcapacités gigantesques, parce qu'au fond, ils ont construit des usines absolument partout. Donc, demande intérieure faible, surcapacité, ils cherchent des débouchés à l'extérieur. Les États-Unis ferment la frontière. Pas totalement, mais très largement. Donc, l'Asie du Sud-Est est inondée par les Chinois, et l'Europe est la prochaine, est une cible très importante. Mais ça nous donne un atout aussi. Ils ont besoin d'une Europe capable de leur acheter des choses. Et donc, ça permet une négociation. L'Allemagne souffre parce que, qu'est-ce qui souffre le plus actuellement ? C'est la chimie. Et là, l'Allemagne, BASF, fait tous ses investissements en Chine. La machine-outil, à la foire de Hanovre que j'évoquais, la moitié des exposants étaient chinois. L'automobile,
ils avaient le marché chinois, c'était le marché où ils gagnaient de l'argent. C'est un marché sur lequel leur position est moins forte. Il n'y a qu'à voir les difficultés de Porsche actuellement. Mais c'est la même chose pour BMW et pour Mercedes. Volkswagen en est à dire, mais il faut que nous coupions complètement notre filiale chinoise du reste de Volkswagen. Et ils sont en train de constituer une société qui sera une société chinoise. Avec des fournisseurs chinois, des ingénieurs chinois, des centres de développement chinois, des produits chinois. Ils sont en train de se siniser totalement. Donc l'Allemagne rencontre de très sérieuses difficultés. Et je pense qu'elle va réagir. Et j'espère qu'elle ne va pas réagir au détriment du reste de l'Europe. Ils ont les moyens de réagir, et ils vont réagir. Et je ne sais pas exactement comment nous allons pouvoir trouver avec eux un accord qui fasse que cette réaction ne soit pas une réaction qui conduise à des drames en Europe. Mais la Chine, c'est un problème sérieux. Moi, j'ai vu la proposition de Clément Beaune, le haut-commissaire au plan, d'appliquer un tarif donné de 30% à tous les produits chinois. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y a des produits sur lesquels il faut faire non seulement 30%, mais en plus il faut mettre des quotas. On le fait sur l'acier, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas ailleurs. Dans les industries stratégiques, l'acier en est une, ou dans les industries où nous voulons percer, et on ne peut pas le faire si on est submergé par les produits chinois qui ont 5 ans, 10 ans d'avance. Type la bagnole et les batteries. Et je pense qu'il faut... Mais il y a des endroits où la bataille ne mérite pas d'être menée et on n'a pas intérêt à mettre des droits de douane parce que ça ne fait qu'enchérir nos coûts. Je pense à mettre des droits de douane sur les panneaux solaires ou sur les climatiseurs qui ne sont pas fabriqués en Europe, ça n'a pas grand sens. Ou alors il faut être capable de se dire, on fait une industrie du climatiseur. Il faut encore trouver des industriels pour la mener. Et puis il y a des secteurs où il faut dire aux Chinois, écoutez, dans les 20 dernières années, vous avez demandé que les entreprises européennes qui investissaient en Chine le fassent dans des sociétés communes 50-50 avec du transfert de technologie. PSA, par exemple, on lui a demandé de mettre un bureau d'études à Shanghai, alors qu'elle avait une société 50-50 avec un producteur chinois qui est Dongfeng. Ben maintenant, il faut faire l'inverse. Et moi, il y a une chose qui m'a un peu choqué, c'est que Stellantis, le nouveau de l'entreprise, a conclu avec CATL, qui est le plus grand fabricant mondial de batteries, un accord pour faire des batteries fer-phosphate à Saragosse, dans une JV 50-50. Je m'étais réjoui de ça. Je me dit, c'est ça qu'il faut faire. C'est les batteries d'avenir. Elles sont un peu moins énergétiques que les batteries qui utilisent du cobalt et du manganèse, mais elles coûtent moins cher et en plus elles nous libèrent de la dépendance vis-à-vis du cobalt, notamment. Mais vous savez, le résultat, c'est que les Chinois arrivent avec 2200 ouvriers. C'est-à-dire qu'ils installent l'usine à Saragosse, mais ils la maîtrisent totalement. Ils ne transmettent rien. Et ils ne transmettront rien. Non. Je ne connais pas le détail des accords. Mais enfin, ça m'a frappé. Les Espagnols ne sont pas incapables de travailler. Ouais. Le pays, moi, j'ai travaillé avec les Espagnols. C'est un pays très productif. De faire venir 2200 Chinois pour faire des batteries fer-phosphate à Saragosse. Ils ne vont pas se laisser faire, quoi. Hein, donc voilà comment les Chinois conçoivent la coopération avec nous. Je pense que ça pose un vrai problème. Merci Louis. Est-ce que vous voyez un autre sujet à évoquer? Bon. Je voulais qu'on parle de la Chine, donc. Eh bien, bon, c'est bien entendu alors. Voilà, merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt.